Salut Aude, dans cet épisode on va parler des défis, des grands empathes, des hautes empathies et comment avancer au mieux pour pouvoir muscler ce muscle de la frontière, du positionnement, du rester chez soi. Regardez l'épisode qu'on vient d'enregistrer et qui a été diffusé déjà la semaine dernière pour en savoir plus. Et puis à la fin tu vas nous proposer un protocole justement pour nous entraîner, nous aider au quotidien à faire ça quand on a des grandes empathies. Alors, je vais faire au mieux dans cet espace. Salut Julien, contente de te retrouver. Voilà pour la suite sur la haute empathie. Alors, dans l'épisode précédent, en fait, on avait mentionné des recherches en cours qui font la distinction entre différents types d'empathie, hein, notamment l'empathie cognitive, hein, l'empathie affective ou émotionnelle et l'empathie compassionnelle. Voilà. Et on avait vu que certaines personnes peuvent avoir par exemple une forte empathie cognitive, donc une capacité à comprendre l'état mental des autres ou leur situation émotionnelle ou ce qu'ils sont en train de traverser, sans pour autant être en partage empathique, c'est-à-dire en empathie affective où il y a la résonance émotionnelle, où on partage les émotions de l'autre et on est atteint quelque part, on est en résonance avec cette souffrance, hein. D'où le fait qu'on avait vu que parfois, il peut y avoir aussi des phénomènes de manipulation avec certains profils qui vont justement employer cette empathie cognitive pour servir leurs propres intérêts, parce que ils ne sont pas ou beaucoup trop peu dans cette empathie affective ou émotionnelle. Hein, et on avait justement parlé, il y a des études qui émergent sur ce qu'on appelle la dark empathy, ou l'empathie sombre par rapport à ça. Voilà. Donc là, c'est des profils très particuliers. Attention, hein, ça touche pas du tout, voilà, pour pas que ça soit trop galvaudé. Mais si jamais, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente où on parle de tout ça. Voilà. Et donc, pour aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu du travail, en fait, de la typologie des 11 profils d'empathie de Judith Orloff, qui est une psychiatre américaine et qui a largement en fait une clientèle de personnes hautement sensibles et empathes, et du coup elle a dressé en fait une typologie que je trouve assez intéressante. Voilà. Donc elle voit l'empathie déjà comme un spectre, ce que je trouve assez juste, hein, tout comme on pourrait le dire pour l'hypersensibilité ou la haute sensibilité. Et elle parle vraiment de energetic merging, donc de fusion énergétique, ou become one with. Donc d'être vraiment dans cette je fais un avec l'autre. Donc il y a cette dissipation des frontières comme on l'a mentionné avant, quand il y a une très forte empathie. Voilà. Et après, on avait mentionné qu'il y a toute l'histoire de la détresse empathique versus l'empathie saine, régulée, où on reste chez soi, ou plutôt quand on est complètement perdu dans l'autre et on s'y oublie complètement. Donc, je me disais que ça pourrait être intéressant de mentionner ces différents types d'empathie, comme ça donne des exemples aussi concrets, hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'y retrouver, probablement dans plusieurs catégories. Et il faut juste savoir que c'est pas du tout des catégories diagnostiques, même pas cliniques, d'accord? C'est juste le point de vue de Judith Orloff des différentes types qu'elle a observés, voilà, chez sa clientèle. Donc déjà, elle observe qu'il y a les empathes émotionnels qui absorbent très fortement les émotions dans leur corps et qui peuvent du coup très vite se sentir envahis par le stress, la tristesse, l'anxiété, etc. Elle voit aussi qu'il y a beaucoup les empathes physiques, hein, un autre type où là on ressent dans le corps parfois des douleurs, des fatigues ou des tensions qui nous appartiennent pas à nous mais qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Ou ce qui moi m'est arrivé, par exemple s'il y a un conflit dans une salle, de matérialiser comme de cristalliser le conflit dans le corps en douleur. Par exemple, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé. Par exemple, les empathes intuitifs également, qui possèdent une intuition très développée
Par exemple, pour percevoir rapidement les dynamiques émotionnelles ou relationnelles. Et alors là, elle a plein de sous-types chez les empathes intuitifs, par exemple les télépathiques, voilà. Donc, les personnes qui peuvent capter intuitivement les pensées ou les états mentaux d'autres personnes, voilà, sans communication explicite. Ce qui rejoint un petit peu pour moi la médiumnité psychique d'ailleurs. Elle parle aussi des empathes précognitifs qui peuvent pressentir des événements, ce qui va se passer. Certaines personnes peuvent peut-être parler de sixième sens ou même de prémonition aussi. Elle parle des empathes oniriques qui, eux, reçoivent des messages, des informations importantes ou des compréhensions à travers leurs rêves. Et ça, c'est aussi très intéressant et c'est, dans ma compréhension, aussi quelque chose qu'on peut entraîner en posant l'intention. Mais on en reparlera. Elle parle des empathes des plantes qui sont très connectées aux végétaux, à la nature, etc. et qui ressentent justement les plantes. Les empathes terrestres qui sont, eux, très affectés par l'énergie des lieux. Donc, admettons les mémoires d'un lieu, des épisodes peut-être violents, terrain de guerre ou je ne sais quoi. Les empathes animaliers, donc là, ça ressemble beaucoup à la communication animale. Également, là, on est assez dans ce que je comprends, la médiumnité psychique, mais avec les animaux, où on perçoit leurs émotions et leurs besoins. Et on peut les traduire aussi dans une certaine mesure aussi. Et puis aussi les empathes alimentaires. Ça, c'est assez étonnant. Donc, ce seraient des personnes qui sont particulièrement sensibles, en fait, aux effets des aliments. Avec certaines sensibilités, intolérances, etc. Et puis, elle met la catégorie des empathes médiumniques qui, eux, sont très connectés aux dimensions spirituelles, aux présences invisibles, aux énergies, etc. Voilà. Donc, peut-être que vous vous êtes reconnu. Je ne sais pas si toi, Julien, tu t'es reconnu dans certaines C'est catégories. hyper intéressant. Je crois que j'ai manqué la première dans ma liste. Il y avait physique, intuitif, précognitif, onirique, plante, terrestre, animalier, alimentaire, médiumnique. Le premier, c'était télépathique, précognitif. Ça, tu l'as? Ouais, je l'ai. Et Et physique, ouais, j'en ai pas manqué. Non, physique. parce que pour moi, télépathique, c'était dans intuitif, tu disais une sous-catégorie. Oui, alors le tout premier en dehors, c'était l'empathie émotionnelle. Voilà, Donc, émotionnel, qui c'est dessus. absorbe fortement les émotions, Ouais, le moi, écoute, stress. je me ressens pas mal dans le intuitif émotionnel, je pense. Ça marche. Pas trop les rêves, pas trop les plantes. Le côté terrestre, c'est hyper intéressant parce que j'ai travaillé beaucoup avec par exemple, géobiologues ou des personnes qui nettoyaient les lieux et tout. Et donc, en fait, c'est chouette parce que on voit très bien que cette grande catégorie j'ai de l'intuition, un sixième sens peut être divisée en plein de sous-catégories avec des tendances. Effectivement, je travaille aussi avec des personnes qui font de la com animale, des personnes qui sont médiums et tout. Donc, je trouve ça super intéressant et j'ai interviewé une personne qui parlait des rêves aussi. Donc chacun un peu dans cette grande famille des perchés connectés sixième sens, il y a effectivement des tendances plus ou moins développées. Et ça m'a fait penser à une catégorie, alors je sais pas si elle en parle, autour des personnes qui ressentent les ondes. Parce qu'il y a des personnes qui sont très sensibles à la technologie, aux antennes et tout ça, qui ont vraiment du mal ou qui captent peut-être aussi, tu vois, de ce côté plus technologique. Est-ce que ça te parle ou pas, ça, dans ce qu'elle a partagé? J'ai pas vu qu'elle en parlait spécifiquement. Il est possible qu'elle en parle sans que je l'ai entendu ou lu. Mais c'est certain que oui, on sait. Il y a d'ailleurs certaines recherches sur ces hautes sensibilités aux ondes, aux fréquences, etc. Avec toutes sortes les maux de tête, les symptômes qui en découlent. Il y a des personnes Euh, qui dérèglent des appareils où c'est toujours ça ah oui, bug où il y a des problématiques ou alors et moi c'est pour ça que je parle de cette catégorie. ouais. J'ai une vraie connexion avec la technologie. Souvent, ça marche très bien pour moi sur un ordinateur et tout ça. C'est vraiment très familial. C'est pour ça aussi que je travaille à fond sur les ordi et que j'aide les gens à le faire et à faire des sites et compagnie. Mais il y a des personnes par exemple qui ont un problème. Je vais venir juste moi sur l'ordinateur, ça règle le problème. Je fais la même action, tu vois. Et ça arrivait plein de fois. Moi, j'ai vraiment ce lien particulier avec la technologie. Donc, c'est un peu une catégorie peut-être à part, en tout cas dans la même liste, mais il y a de l'empathie là-dedans, de la haute empathie pour moi là-dedans. Oui.
C'est passionnant parce que j'ai entendu moi beaucoup de personnes qui se disent avoir un don de magnétisme, voilà, hérité, donc pas quelque chose qu'ils auraient développé, donc eux le perçoivent comme un don, même si certains disent tout le monde peut le développer, vu qu'on a naturellement, on est parcouru de le champ magnétique terrestre, nos corps sont parcourus de flux magnétiques évidemment. Mais j'ai entendu souvent les personnes qui avaient ce genre de capacité dire qu'elles déréglaient tous les appareils. Et toi, c'est l'inverse. C'est ça, moi je les règle plutôt. Je les règle et facilement, tu vois, je converse avec la technologie d'une manière beaucoup plus intuitive et naturelle que plein de personnes. C'est pour ça que du coup on m'embauche. Mais ça rejoint, j'ai pas la référence exacte à l'appui, si jamais je regarderai plus tard, mais certaines études qui sur justement la cymatique, justement l'étude des ondes magnétiques et des vibrations sur la matière. Ah bon, déjà c'est la cymatique, ça existe déjà depuis quelques décennies. Mais je sais qu'il y a aussi certaines théories qui proposent l'idée que tout objet est vivant également parce que tout est champ vibrationnel, ça c'est la physique quantique qui nous l'a décrit, mais que du coup potentiellement tout pourrait avoir aussi répondre à notre champ de conscience. Donc ça rejoint aussi ce que tu dis là, quoi, que suivant l'intention, et ça je pense qu'on peut tous le tester aussi, que plus on projette nos peurs, notre agacement, notre impatience sur de l'administration, sur je sais pas, des impôts, sur la technologie, etc. Plus on va voir des manifestations de tout ça. J'ai aussi vécu ça enfant, de passer de l'un à l'autre, en fait, d'avoir cette peur, et j'ai pu dompter cette peur, et après, du moment que j'ai pu transcender cette peur, la technologie est devenue mon amie, et maintenant j'adore ça. Mais j'ai dû aller au-delà voilà, c'était un modèle familial appris, en fait, et j'ai passé cette frontière, et ça a tout changé. Donc ça rejoint aussi ce que tu dis, ouais, très intéressant. Oui. Bah c'est super que tu nous partages ça aussi. Et l'idée que si pour moi tout est dans un grand champ de conscience, c'est évident que tout porte sa fréquence, sa vibration. Et donc tout, c'est un ordinateur, une IA ou autre, il y a effectivement une connexion. Et on peut soit la faciliter par rapport à l'approche qu'on a avec cette connexion et cette fréquence, soit résister. Mais effectivement, c'est comme voilà des entités, même comme le côté animiste aussi des peuples anciens. Tout a une âme et une fréquence, quoi, si on le résume, quoi. Oui, et c'est très intéressant peut-être d'oser faire un petit lien audacieux avec la typologie des hyper-empathes selon Judith Orloff qui ressentent ce monde invisible parce que il y a cette idée que je travaille avec aussi une médium qui fait un travail spectaculaire, Bégonia Favre, qui est basée à Genève et qui est experte dans le contact avec les défunts. Et quand on parle en fait ensemble de ces sujets de manifestation, elle me dit que quand elle est invitée à visiter des lieux où on lui demande de faire une évaluation parce qu'il y a des manifestations, il y a selon les habitants, des entités ou des âmes qui n'ont pas passé de l'autre côté, enfin toutes sortes de croyances en fait qu'on va lui commenter. Et elle me dit que en se rendant sur les lieux, dans 98% des cas, il s'agit de manifestations qui sont en fait des projections qui viennent d'un mal-être de la personne qui y vit et qui peut aussi prendre se renforcer comme un égrégore en fait avec les autres membres de la famille parce que la croyance est renforcée que c'est un phénomène externe et pas quelque chose qui vient d'une problématique interne. Du coup, cette projection externe est renforcée par les autres membres et les manifestations s'amplifient et deviennent de plus en plus fréquentes et parfois de plus en plus fortes. Donc ça, c'est intéressant, cette idée que ça rejoint ce que tu dis aussi, qu'on peut voir que les manifestations, elles peuvent être pour des choses toutes simples dans notre quotidien.
Ouais, tout à fait. À explorer encore, c'est très intéressant et sûrement une interview à venir avec Bégonia, mais on en Oui, reparlera, ça oui, devrait être oui. très intéressant, quoi. Oui, oui, je crois elle est bien motivée. Pour revenir à nos moutons, donc tu voulais qu'on parle des défis par rapport à justement ces profils de hauts empathes. Donc, ce qui se passe, c'est que comme ce sont généralement des personnes qui peuvent lire les doubles messages, lire les tensions implicites, elles voient et répondent très fort aux injustices très souvent. Elle peut voir clair dans les petits jeux, les doubles jeux, les manipulations, les jeux de pouvoir, les déséquilibres, les faux selfs justement sociaux, les incohérences, les incongruences dans le système, donc les mots, les paroles et les actions sont pas alignés, etc. Et ce sont aussi des personnes qui souvent ne peuvent pas faire semblant de ne pas voir, parce qu'elles sont souvent dans une manière d'être au monde en fait très entière. C'est pas du tout naïf, mais c'est qu'il y a comme ça, je dirais, ouais, une entièreté, une manière d'être presque transparente aussi. Et c'est vrai parfois trop, ce qui peut les mettre aussi à risque suivant avec à qui elles se confient, à qui elles parlent. Et donc ces personnes-là ont beaucoup de peine à se dissocier des dysfonctionnements, d'un climat émotionnel tendu, de conflits, etc. Elles ont beaucoup de peine du coup à ne pas se sentir touchées par ce qui se passe, sachant que tout ça c'est poreux, hein, les cerveaux limbiques qui communiquent, ça génère que la détresse des uns va affecter la détresse des autres, enfin va la réveiller, etc. Donc il y a des effets aussi de contagion émotionnelle. Et ces personnes-là sont très sensibles à ça. Et c'est aussi des personnes qui ont beaucoup plus de difficultés à se conformer complètement aux normes ou au pacte implicite du groupe, on pourrait dire, parce qu'elles ont leur haute sensibilité leur permet d'avoir aussi une forme de recul, d'observation, qui leur permettent justement de voir tous ces éléments potentiellement dérégulés, dysfonctionnels, etc. Donc cette sensibilité peut parfois conduire à des phénomènes de projection, de bouc émissaire, de marginalisation. Pourquoi? Parce que, d'un point de vue anthropologique, je veux dire, les groupes humains ont toujours cherché la cohésion, la stabilité, même au prix du déni ou de la projection. Donc il y a aussi toute l'idée du sacrifice, hein, qui est très 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 ancienne. Ben, ça c'est un tout autre sujet. Donc ce qui se passe, c'est que quand on est hautement sensible et qu'on arrive et que quelque part on perturbe le récit collectif parce que on nomme les incohérences ou on est senti comme non conciliant, peut-être dans des jeux de, je sais pas, de mobbing, de manipulation, etc. Donc c'est des individus qui souvent révèlent les tensions du groupe et qui échappent aussi au rôle qu'on attend d'eux. Et donc là, il y a plusieurs réactions du groupe, voilà. Donc dans leur système, ça peut être tant l'entreprise, l'institution, la famille, je veux dire l'association, n'importe quelle structure en fait humaine, hein. Donc ça, ils peuvent devenir, par exemple, le bouc émissaire. Ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément, ou le vilain petit canard, on pourrait dire. Mais c'est pas très marrant parce qu'évidemment, ça implique que cette personne, enfin, le groupe décharge sur cette personne les tensions, les contradictions et les frustrations et l'agressivité refoulée du groupe, par exemple. Pourquoi? Parce que cette personne est justement sensible, différente, on la sent comme moins conforme et donc on va lui faire porter le symptôme. Donc il y a pas mal de littérature sur ces phénomènes, hein. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le whistleblower, enfin dans la littérature anglophone, et le lanceur d'alerte, hein, justement avec tous les lobbies qu'ils ont, voilà, l'agroalimentaire, tous ces scandales qu'on a partout, hein, évidemment. Donc ça aussi, les personnes qui mettent en lumière les abus, les hypocrisies, les doubles standards, les choses comme ça, la corruption du système, eh bien évidemment qu'elles sont discréditées, mobées, isolées
et elles sont même accusées elles-mêmes d'être le problème pour pouvoir préserver le maintien de la bonne marche de l'institution, de l'entreprise, du groupe, etc., hein. Y compris, bien sûr, les systèmes politiques, les groupes spirituels, on voit ça partout, hein. Voilà. Ça peut être aussi le porteur du symptôme ou l'enfant difficile, hein, sur lequel on va projeter un peu le dysfonctionnement familial. Donc, c'est tout à coup, bah oui, c'est facile de dire que c'est l'enfant le problème. Ça peut être aussi le dissident systémique, celui qui refuse implicitement l'absurdité des normes, les loyautés toxiques, les hiérarchies imposées, les faux le faux self collectif par exemple, hein, cette fausse image qui prétend des choses alors que derrière les rideaux c'est tout autre chose. Et là aussi, évidemment, ils vivent souvent de la désolidarisation, de l'ostracisation, des accusations, etc. Donc, il y a un effet de marginalisation. Il y a un sociologue, Erving Goffman, qui parle bien de ça. Et voilà, ça peut être aussi des rôles comme celui qui révèle les tensions, hein, simplement en étant authentique, en étant lui-même, du fait simplement de pas être aligné sur la stratégie collective et le mode défensif collectif, parce que les tensions en général émergent quand il y a un mode défensif qui est activé, parce que là on emploie des moyens un peu plus extrêmes. Quand tout va bien, bah, c'est toujours différent, hein. Et donc là, ça peut suffire pour s'attirer un peu les courroux du groupe. Il y a aussi des personnes qui prennent le rôle du régulateur émotionnel, qui absorbe et qui contient les tensions, les émotions, les conflits, et qui pondère aussi les besoins des uns des autres, les besoins affectifs aussi, etc. On voit ça beaucoup chez les caregivers, justement les personnes qui sont beaucoup portées vers l'aide aux autres, chez les enfants thérapeutes, voilà. Et puis, on a aussi, par exemple, les médiateurs, hein, donc eux qui traduisent dans le groupe les différentes sensibilités du groupe ou entre les générations qui sont des cultures aussi, hein, parce que ça, voilà, avec des repères, des références différentes. Donc, ces personnes qui traduisent les différents niveaux émotionnels des uns et des autres, etc., ou interculturels et tout ça. Et puis, voilà, on peut encore mentionner ces personnes qui sont un peu des outsiders chroniques. Moi, je me retrouve un peu là-dedans en tant qu'anthropologue parce que il y a à la fois la proximité du groupe et à la fois la distance. Il y a cette observation, hein, comme en anthropologie, typiquement, on est dans cette idée d'observation participante. Donc, on est dans le groupe, mais en même temps, on est un observateur, en fait. Voilà. Donc, je dis souvent, finalement, l'anthropologie avant tout un état d'esprit que un métier. C'est super Voilà. intéressant tout ce dont tu nous partages et on se reconnaît, je pense, pour plein de personnes dans ce rôle-là un peu parce que hautement empathique, on a souvent effectivement ce regard différent et ça peut être ces personnes qui vont être vraiment à côté du groupe, qui vont voir le monde complètement différemment, mais qui du coup avec l'expérience, ça devient une force. Et le but aussi, et on va terminer l'épisode avec une pratique et un protocole que tu nous transmets, c'est de muscler ça parce que c'est une grande force que de pouvoir effectivement être ce lanceur d'alerte, alerter sur des signaux faibles de la société, oser être l'outsider ou le vagabond qui vient explorer d'autres manières de faire. Et c'est comme ça aussi qu'on crée des grandes transformations dans la société par les chemins que les personnes n'oseraient pas prendre en général. Et puis une autre personne peut être soit effectivement mis de côté, poil à gratter, jugé, mais ensuite réhabilité des années plus tard ou avoir fait avancer la société incroyablement. C'est très riche et effectivement c'est comment on arrive à transformer ça en force. Et ça c'est les défis quand on les vit au quotidien, quoi. Tout à fait. Et parmi ces catégories, on a aussi justement les porteurs de différenciation qui sont ces leaders, qui font changer les choses au niveau collectif. Donc ça rejoint ce que tu dis, parce que même sous la pression du collectif, ils parviennent à garder leur position publique également.
Voilà, garder leur pensée, leur identité, etc. Et ça, c'est bien sûr qu'ils peuvent être des cibles du système, mais c'est aussi ces personnalités-là qui s'exposent et qui font avancer le collectif. Yes. Alors, pour terminer la pratique, quel est le protocole que tu nous proposes, Aude? D'accord. Donc, je vais passer à la pratique. Du coup, je parlerai une prochaine fois de rentrer davantage dans comment on fait face à ces défis, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui. Alors, très bien. Alors, ce que je propose, c'est juste un petit protocole. C'est environ 10 minutes environ. C'est quelque chose que les personnes peuvent repasser éventuellement chez elles si elles le souhaitent. Et l'idée, c'est de retrouver face à dans un contexte peut-être de stress où il y a besoin de se ressourcer, simplement un état générateur de bien-être pour pouvoir refaire de l'espace dans son système. Et c'est emprunt simplement de la PNL, donc c'est pas un protocole compliqué. Voilà. Donc, le plus simple, c'est de s'asseoir confortablement, le dos appuyé, si c'est plus facile, de fermer les yeux, prendre déjà une grande inspiration pour se reconnecter à ce qui se passe dans son paysage intérieur. Allez, amener de la détente là où c'est nécessaire. Prendre encore une ou deux inspirations. Juste pour reprendre contact avec ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, imaginez devant soi qu'il y a une sphère à votre hauteur, dans laquelle vous pourriez entrer et vous tenir debout. Une sphère qui vous entoure complètement. Peut-être qu'elle est un peu comme une énorme bulle de savon transparente, ou qu'elle a une autre apparence, c'est égal. Et quand vous voyez bien cette sphère devant vous, vous pouvez ensuite repenser, vous reconnecter avec une expérience dans votre vie qui vous a apporté une très grande joie, peut-être un sentiment de grande fierté, de réussite, d'avoir relevé un défi avec succès, par exemple. Ou si vous préférez, simplement un moment de bonheur intense. J'évoque des exemples, une rencontre amoureuse, une naissance, un moment dans un voyage. Et vous vous connectez à cet état de bien-être, ce sentiment ressource qui se trouve dans votre corps. Peut-être que vous revoyez la scène, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Et ce que vous pouvez faire, c'est vraiment rentrer dans votre corps de manière à ressentir où est-ce que c'est dans le corps, où est-ce que vous ressentez cet état-là, ce sentiment. Peut-être dans la poitrine, le ventre, la tête ou ailleurs. Et une fois que vous avez localisé, vous pouvez peut-être sentir de quel type d'énergie il s'agit. Est-ce que c'est plutôt diffus,
plutôt rayonnant, plutôt centré? Est-ce que ça part sur l'extérieur? Observez cette énergie qui se manifeste dans votre corps. Et ensuite, peut-être qu'il y a une couleur qui vient avec cette sensation. C'est possible qu'il y en ait même plusieurs. Parfois, il y a aussi un symbole qui peut venir. Ou même un objet. Il n'y a pas de juste ou faux. Simplement, vous prenez ce qui vient là. Et maintenant, soit vous vous mettez debout pour entrer dans cette sphère que vous avez visualisée tout à l'heure, soit vous imaginez mentalement que vous le faites. Et maintenant, vous rentrez dans cette sphère qui vous entoure complètement. C'est une sphère de ressources. Et suivant la couleur qui est venue tout à l'heure pour vous, vous imbibez cette sphère de cette couleur au maximum. Comme si c'était peut-être une forme de fumée colorée, de nuages ou de liquide, ce que vous voulez. Peut-être qu'il y a ce symbole qui revient ou cet objet que vous pouvez aussi mettre dans cette sphère. Et vous pouvez vous reconnecter à cette sensation corporelle que vous avez localisée. Peut-être même l'intensifier encore un peu davantage. Et tout en faisant ça, si vous le souhaitez, vous pouvez sceller cette sensation en faisant un geste, comme un mudra, avec les doigts, ou en posant une main là où vous ressentez cette sensation, ou autre. C'est une manière de sceller cette sensation corporelle avec ce geste. Et c'est un geste que vous pourrez reproduire plus tard quand vous en ressentirez le besoin. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez reprendre une grande inspiration, ressortir de la sphère et revenir dans la pièce, ici et maintenant, où vous vous trouvez. En reprenant contact avec les yeux de ce qui se passe autour de vous. Ça aide de prendre un grand inspire poumon plein pour reconnecter. Voilà, et ce geste qu'on fait, c'est ce qu'on appelle un ancrage en PNL, un ancrage corporel. Et c'est un geste qui fait appel à la mémoire de l'expérience que on a évoquée avec ce sentiment de bien-être. Et ça, c'est un état ressource qu'on peut du coup réappeler à nouveau ou réenclencher en reproduisant ce geste quand on en a besoin dans notre quotidien. Donc ça peut être un petit, un soutien, on va dire. On peut le faire aussi avant de dormir le soir et reproduire ce geste en renforçant l'expérience qui va avec.
C'est génial, ça donne envie d'y rester encore dans cet état. Moi, je déconnecte assez vite et j'y étais très bien. J'aurais continué super longtemps. C'était même dur de réouvrir les yeux. Et je Oui. te remercie beaucoup pour ce protocole et cette courte méditation. Je pense que ce serait hyper intéressant d'en avoir d'autres sur la chaîne parce que ça nous reconnecte à justement notre corps, dans des moments de tension, d'avoir voilà ces états ressources mémorisés. Et je pense que cette partie-là, je vais l'extraire comme ça, vous pourrez la réécouter en solo quand vous en avez besoin et qu'elle pourra vous être utile aussi au quotidien. Avec tous ces défis rencontrés par les hautes empathies, c'était vraiment hyper intéressant comme épisode. Je te remercie encore et puis merci pour tous tes partages très riches avec tout ton univers de la recherche, de la sinologie, de l'anthropologie. Je trouve ça recoupe. Puis avec les expériences personnelles, on en parlait plus dans l'épisode précédent. Mais merci beaucoup Aude. Et comment tu voudrais terminer cet épisode maintenant qu'on est tous voilà en sécurité, dans du bien-être après cette méditation, ce Mhm. protocole? Eh bien simplement peut-être, merci pour ton retour et c'est une super idée de diviser cette partie-là pour que les gens puissent y accéder directement s'ils le souhaitent. Même si c'est court, ça peut parfois suffire pour se créer un peu d'espace et puis juste sortir justement de cette parfois des réactivités qui nous prennent. Donc même si c'est 1 ou 2 minutes, ça vaut toujours la peine de le faire. Simplement peut-être voilà d'annoncer que la prochaine fois, j'aimerais bien pouvoir encore approfondir, parler de l'hyperempathie. Et puis aller un petit peu plus dans ces mécanismes en fait qui se passent quand on est hyperempathe, quand on est dans ces systèmes et dans ces enjeux de rôle, de projection, de comme on dit, on peut devenir le bouc émissaire et tout ça. C'est à quoi est-ce qu'on peut peut-être faire attention sur comment est-ce qu'on peut mettre davantage de conscience sur ce qui nous habite, hein, pour qu'on puisse ensuite retrouver petit à petit, progressivement, une liberté. Donc ça peut se faire aussi parfois en un clic, hein, un changement de perception qui nous permet aussi de changer rapidement de mécanisme. Pour certaines personnes, ça peut se faire vraiment rapidement aussi, pour dire que c'est pas toujours long et fastidieux. Ça peut aussi se faire rapidement, mais pour autant, par contre, qu'on puisse déconstruire aussi des croyances liées à différents aspects de l'empathie, hein, notamment quand on dit souvent les empathes disent c'est tellement dur de trouver les mots pour dire non, pour me protéger, pour ne pas accepter quelque chose qui me dessert, etc. Parce que je me sens trop loyale, parce que j'ai peur de rejeter l'autre, j'ai peur de lui faire vivre quelque chose de pas chouette, etc. Et de comprendre que oui, bien sûr que ça peut arriver, mais que quand on est dans des excès en fait de haute empathie où on n'a pas des frontières qui sont suffisamment présentes et identifiées et donc on peut exprimer, eh bien on a tendance à vraiment projeter nos propres peurs sur l'autre, projeter ce qui nous a blessés sur l'autre. Et ça nous amène un frein à dire non ou à simplement préserver son propre espace, revenir à soi comme on l'a fait là avant de revenir vers l'autre, ou dans l'exemple que tu donnais dans l'épisode précédent, c'était super. Cette idée de je suis pas à l'aise avec ça, je me rétracte, je reviens vers toi avec une réponse définitive. Et j'ai beaucoup aimé ta formulation. Et voilà, d'être capable de faire ce genre de choses, ça c'est tout à fait faisable. Mais c'est un langage, ce langage des frontières comme j'appelle, qui se construit et qui se muscle comme un muscle simplement, parce qu'une muraille n'est pas molle. C'est ça. Apprendre à muscler et durcir la muraille et pas avec des briques toutes molles qui effectivement peuvent facilement être renversées. Et c'est un peu tout le sujet de ta chaîne aussi, parce que tes clients sont des hauts empathes et des hauts hypersensibles, des hautes sensibilités, ultra sensibles, ultra empathes, et que ton but c'est de les accompagner au mieux avec les épisodes de la chaîne et puis dans tes accompagnements personnalisés et qui les aident à avancer au mieux.
Merci en tout cas, plein de belles choses à venir, vous voyez, puis peut-être aussi des nouveaux protocoles, des nouvelles choses. On navigue au mieux dans tous ces épisodes avec Aude et on vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, puis à contacter Aude si vous voulez aller plus loin avec elle. Elle propose des rendez-vous découvertes et tout est dans la description. Merci Aude, à la prochaine. Merci beaucoup Julien, infiniment, à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.